Vous avez peut-être fait un test récemment et avez reçu un message de SIDEP. C'est qui SIDEP? Bonjour, je suis Solange Siondier, avocate chez SNJ Avocat. Voilà, cette vidéo promet d'être super chiante. Bon, je vous promets de faire simple et de ne pas trop vous abreuver d'informations juridiques. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le gouvernement Bon, aujourd'hui, j'aimerais dissiper un malentendu. Ça fait déjà un petit moment que ça dure, ça suffit. Doit-on dire le ou la COVID-19? Bon, un petit point de genre semble nécessaire avant d'attaquer notre vidéo. Lorsqu'est apparue cette pandémie, le terme Covid-19 a été genré par référence au virus, c'est-à-dire au masculin. Mais voilà que l'Académie française, notre police de la langue, s'est émue le 7 mai 2020 de cet abus de langage par une petite leçon de français. Eh oui, Nicolas, Covid est un acronyme. Et les acronymes ont le genre du nom qui constitue le noyau du syntagme dont ils sont une abréviation. Alors que nous, comme des cons, ça fait des mois qu'on parle bêtement par métonymie en donnant à la maladie le genre de l'agent pathogène qui la provoque. Vous suivez? Ils s'en foutent, les académiciens, que ça fasse 3 mois que tous les Français aient imposé l'usage du masculin parce qu'on parle d'un virus. Mais l'usage de la langue dure et l'Académie française aurait dû se réveiller plus tôt, puisque, selon un sondage IFOP publié en mars 2021, 56% des Français déclarent genrer le mot Covid au masculin, contre seulement 19% au féminin, tandis que 25% s'efforcent de ménager la chèvre et le chou en déclarant utiliser indifféremment le ou la Covid. Alors c'est tranché, dans cette vidéo, nous dirons le Covid-19. Tracer les malades du Covid jusqu'à leur lieu de contamination, c'est la promesse de cette nouvelle méthode utilisée Ainsi, par en l'assurance pratique, maladie. aucune information SIDEP est une réellement plateforme anonyme. nationale dans laquelle on va... Nous sommes en guerre. Le 16 mars 2020, Emmanuel Macron déclarait la guerre contre l'épidémie de Covid-19. Si cette déclaration pouvait sembler purement rhétorique, les mesures de lutte contre la propagation du virus découlant de cette rhétorique martiale allaient, elles, s'attaquer de manière inédite et massive à nos données les plus sensibles, à savoir nos données de santé. On dénombre actuellement 5 types de traitements à travers 5 dispositifs. Le traitement SIDEP, le traitement Contact Covid, l'application Tous Anti-Covid, le traitement vaccin Covid et le traitement quarantaine et isolement. À ces traitements, il faut ajouter le traitement Covidom, mis en œuvre par la PHP, Covid Contact, mis en œuvre par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Nous allons, au cours de cette vidéo, s'intéresser plus particulièrement aux traitements mis en œuvre par les fichiers SIDEP et Contact Covid, autorisés par la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et dont le décret du 12 mai 2020 précise les modalités de mise en œuvre. Les responsables de traitement de ces deux fichiers sont respectivement la Caisse nationale d'assurance maladie pour le fichier Contact Covid et le ministère des Solidarités et de la Santé pour le fichier SIDEP. Comment fonctionnent ces deux dispositifs? Lorsque vous vous rendez en laboratoire ou en pharmacie afin de réaliser un test Covid, vos données personnelles seront collectées par votre biologiste ou pharmacien et renseignées dans un fichier dénommé par l'acronyme SIDEP, pour Système d'information et de dépistage. Le SIDEP est une plateforme nationale dans laquelle on va référencer tous les tests qu'on réalise, qu'ils soient négatifs ou qu'ils soient positifs chez nos patients. Une fois que j'ai le résultat, je vais aller l'enregistrer dans le SIDEP. SIDEP vise donc à suivre l'ensemble des tests réalisés en France. Alors, supposons maintenant que vous soyez déclaré positif au Covid-19, ce que je ne vous souhaite pas bien évidemment. Lorsque vous êtes déclaré positif, commence alors le contact tracing. Alors la Covid, c'est une maladie contagieuse. Ça veut dire qu'une personne va en infecter plusieurs, qui vont en infecter plusieurs, qui vont en infecter plusieurs. L'idée, c'est de casser la chaîne de transmission
Et c'est ça que fait le contact tracing. Sophie fait partie des 45 brigadiers et brigadières de la CPM de l'Aude en charge du contact tracing mis en place depuis le mois de mai dernier. Ils sont chargés de rappeler les personnes testées positives au Covid-19 ou leurs cas contacts remontés par les laboratoires. Les brigades de l'assurance maladie vont ainsi prendre le relais afin d'identifier le patient zéro ainsi que l'ensemble des personnes avec lesquelles il a été en contact. On parle de cas contacts, afin d'identifier les chaînes de contamination grâce au fichier Contact Covid. Afin de compléter ces fichiers, une liste impressionnante de données personnelles, y compris des données de santé, seront collectées auprès des personnes qui réalisent un test ou qui, à l'occasion d'un test, se transforment en patient zéro ou alors apprennent qu'elles sont malheureusement entrées en contact avec ce patient zéro. On y accède via Internet, via une connexion sécurisée par nos cartes CPS et on y rentre les données démographiques et toutes les informations qui vont pouvoir servir au contact tracing et ensuite j'enregistre le résultat. Les informations qui vous seront demandées lorsque vous rentrez dans l'une de ces catégories constituent pour la plupart des données personnelles, y compris des données de santé. C'est quoi une donnée personnelle ? Une donnée personnelle est une donnée se rapportant à vous en tant que personne physique et qui permet de vous identifier directement comme votre nom ou prénom ou indirectement comme votre numéro de sécurité sociale. Les données de santé font, elles, partie d'une catégorie particulière de données personnelles dites sensibles, en ce qu'elles révèlent par exemple vos origines raciales ou ethniques, vos opinions politiques, votre vie sexuelle, vos conditions religieuses ou des données concernant votre santé. Compte tenu de leur sensibilité, ces données font l'objet d'une protection accrue par le Règlement général sur la protection des données, c'est-à-dire le RGPD. Alors, quelles données vous seront spécifiquement demandées ? Faites-vous couler un café, la liste risque d'être longue. En effet, le décret du 12 mai 2020 autorise expressément le recueil de pas moins de 26 catégories de données personnelles, y compris des données de santé, au moyen des fichiers SIDEP et Contact Covid. Les laboratoires et les organismes habilités à réaliser des tests pourront remplir ce fichier. À l'intérieur, le nom de la personne testée, son sexe, sa date de naissance, mais également son adresse, son numéro de téléphone et son type d'activité professionnelle. On vous demandera également les données nécessaires à la réalisation des enquêtes sanitaires, lesquelles vont permettre d'établir les chaînes de contamination. On vous demandera ensuite l'identité et les coordonnées des personnes que vous évaluez comme étant des cas contacts et votre consentement à la divulgation de votre identité à ces personnes. Cette enquête combine non seulement le contact tracing, mais désormais aussi le rétro-tracing, qui lui cible plus particulièrement des lieux ou des moments à l'origine de votre contamination, afin d'identifier d'éventuelles personnes dénommées des co-exposés et non plus des cas contacts que vous auriez pu croiser dans votre parcours. On vous demandera également si vous avez participé dans les 14 derniers jours à un rassemblement de plus de 6 personnes avec la localisation, la date et l'objet du rassemblement, ainsi que les renseignements s'il s'agit d'un événement sportif, un événement culturel, réunion familiale, rassemblement festif, rassemblement pour raisons professionnelles ou tout autre type de rassemblement. Ça fait beaucoup, ça fait trop. En effet, les informations ainsi fournies sont extrêmement denses, voire même intrusives, car elles renseignent sur votre mode de vie, vos déplacements, vos fréquentations, et bien que la loi du 11 mai 2020 prévoit expressément que les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées au statut virologique ou sérologique de la personne à l'égard du virus, force est de constater que pourraient se déduire des informations que vous fournissez, des données sur votre état de santé totalement étrangères à votre statut virologique ou sérologique, voire même constitutives d'informations classées sensibles. Supposons par exemple que vous ayez fréquenté assidûment un centre de lutte contre le cancer ou un centre psychiatrique durant les jours précédant votre test. Supposons encore que vous soyez rendu à une mosquée ou ayez participé à une manifestation à l'appel d'un syndicat ou d'un parti politique durant les jours précédant votre contamination. Ces informations sont donc susceptibles de renseigner sur votre état de santé, votre confession religieuse, votre appartenance politique, informations qui constituent pourtant des données sensibles et qui ne devraient pas, en principe, être traitées dans le cadre de la loi du 11 mai 2020. Mais
Nécessité faisant loi, les brigades de l'assurance maladie vous les demanderont quand bien même il s'agirait d'une manifestation religieuse ou d'une rencontre dans un club échangiste. Mais rassurez-vous, selon les mentions figurant sur le site de l'assurance maladie, les personnes restent libres de communiquer ou non les informations qui leur sont demandées pour stopper l'épidémie. En clair, l'assurance maladie suggère que vous pouvez ne pas leur répondre si vous ne souhaitez pas stopper l'épidémie. Pour sa part, dans son délibéré rendu le 19 janvier 2021, la CNIL a émis des réserves quant à la collecte de certaines de ces catégories de données, au regard notamment du fameux principe de minimisation. La CNIL visait notamment la collecte du nom d'un rassemblement, d'un événement ou d'une activité. Elle a considéré, et on ne peut que saluer cet avis, que la fourniture du nom d'un rassemblement, d'un événement ou d'une activité était susceptible de révéler la nature exacte du rassemblement, événement ou activité, et estimé qu'en l'absence d'une justification particulière concernant la nécessité d'une telle information pour la réalisation des enquêtes sanitaires, cette collecte n'était pas conforme au principe de minimisation imposé par le RGPD. Ces données étant collectées, qui peut y accéder? Entre ceux qui peuvent juste les consulter, ceux qui peuvent les enregistrer et ceux qui peuvent à la fois les consulter et les enregistrer, la liste est longue, puisque pas moins de 17 organismes, ainsi que l'ensemble des personnes spécialement habilitées par elle, y compris les sous-traitants de l'assurance maladie, peuvent accéder à ces données. Alors, outre le ministère de la Santé, nous avons l'Agence nationale de santé publique, l'assurance maladie et les agences régionales de santé. On citera également le service de santé des armées, les communautés professionnelles territoriales de santé, les établissements de santé sociaux et médico-sociaux, les équipes de soins primaires, les maisons de santé, les centres de santé, les services de santé, du travail, de l'armée, etc., etc., etc. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Effectivement, ça fait un sacré paquet de gens. Si cette liste, digne d'un inventaire à la Prévert, interroge sur sa pertinence au regard notamment de la sensibilité des données traitées, on pourra également observer que ce nombre considérable de personnes augmente d'autant les risques de violation de ces données. Pourtant saisi notamment de cette question par les députés de l'opposition, le Conseil constitutionnel clôturait définitivement le débat dans une décision rendue le 11 mai 2020, dans laquelle elle estimait que si le champ des personnes susceptibles d'avoir accès à ces données à caractère personnel sans le consentement de l'intéressé est particulièrement étendue, cette extension est rendue nécessaire par la masse des démarches à entreprendre pour organiser la collecte des informations nécessaires à la lutte contre le développement de l'épidémie. La messe était dite, et ici encore, la nécessité liée à la pandémie a fait loi pour le Conseil constitutionnel. Seul l'accès par les travailleurs sociaux aux fichiers sans le consentement des intéressés fut déclaré inconstitutionnel, car nous ne relevons pas directement de la lutte contre l'épidémie. Ce nombre important d'acteurs n'avait pas non plus échappé à la CNIL, car celle-ci recommandait quelques jours plus tôt, dans un avis rendu le 8 mai 2020, que soient mis en place des systèmes d'identification afin de limiter l'accès de ces acteurs aux seules données dont ils ont besoin dans le cadre de leur mission, ainsi qu'un dispositif de traçabilité des consultations afin d'identifier les personnes qui ont consulté les données et le moment de cette consultation. À présent, intéressons-nous à la durée de conservation de ces données. Elles sont conservées combien de temps? Donc, les textes qui sont parus dans le cadre de cette mission de traçage ont déterminé que les outils devaient être maintenus ouverts jusqu'à concurrence de 6 mois après la fin de déclaration de l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, chaque donnée individuelle saisie dans ces outils est conservée sur une durée de 3 mois. Les données traitées par les dispositifs Contact, Covid et SIDEP ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de 3 mois après la collecte. En revanche, concernant les données pseudonymisées, la question est tout autre. Les données pseudonymisées, ce sont toutes les informations qui nous concernent mais qui ne peuvent plus nous être rattachées, à moins d'être recoupées à d'autres informations extérieures. Ce sont, pour faire simple, des données qui ne sont pas rattachées à votre nom mais qui peuvent l'être très facilement. Par exemple, si vos données médicales pseudonymisées sont rattachées à l'hôpital que vous avez fréquenté et la date à laquelle vous y étiez, il devient enfantin de vous identifier. Ainsi, en pratique,
Aucune information n'est réellement anonyme, et les données personnelles pseudonymisées présentent toujours un risque pour la personne qu'elles concernent. La loi du 11 mai 2020 limitait la conservation des données pseudonymisées traitées dans le cadre des fichiers SIDEP et Contact Covid à des fins de surveillance épidémiologique, la recherche sur le virus ou les moyens de lutter contre sa propagation pendant une durée de 6 mois après la fin de l'état d'urgence, soit jusqu'au 31 décembre 2021. Mais le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, adopté par l'Assemblée nationale le 25 mai 2021, a décidé de rebattre les cartes, puisqu'elle permet désormais la centralisation de ces données au sein du système national de données de santé. Le gouvernement a lancé une gigantesque plateforme qui stockera l'ensemble des données de santé des Français. Et pour les héberger, le ministère de la Santé a choisi le géant américain Microsoft. Microsoft est soumis à la législation américaine et notamment à ce qu'on appelle le Cloud Act, un texte qui prévoit que la justice pénale est en droit de demander à toute entreprise américaine de fournir des données sur ses clients, même si ces données sont stockées à l'étranger. Outre le fait que cette centralisation pose des problèmes de souveraineté numérique et de sécurité de ces données personnelles, lesquelles figureront désormais dans le système national de données de santé hébergé par le géant américain Microsoft Azure, elle induit également, selon la CNIL, un changement substantiel dans le régime juridique applicable à ces données. En effet, en autorisant le transfert de ces données personnelles vers ce système d'information à des fins de recherche et de suivi épidémiologique, l'État a de fait prolongé leur durée de conservation de 6 mois à 20 ans. Cette nouvelle durée de conservation permet ainsi d'asseoir dans le droit commun une mesure pourtant présentée comme exceptionnelle et temporaire. Une fois qu'on a dit tout ça, quels sont vos droits sur vos données ? Avant toute collecte, ces organismes sont tenus, au terme des articles 13 et 14 du RGPD, de vous informer notamment des finalités de la collecte et des droits dont vous disposez concernant vos données personnelles. Je ne sais pas pour vous, mais malgré les 4 tests que j'ai dû réaliser en un an, je n'ai jamais eu l'occasion de bénéficier de la moindre information sur mes droits, que je connais fort heureusement. Si c'est également votre cas, sachez que les articles 7 et 13 du décret du 12 mai 2020 vous garantissent à minima un droit d'accès, de rectification et de limitation au traitement de vos données personnelles dans le cadre des fichiers SIDEP et Contact Covid. Le droit d'accès vous permettra de connaître les données que ces organismes détiennent sur vous. Concrètement, si vous souhaitez accéder à vos données comprises par exemple dans le fichier Contact Covid, vous pouvez écrire au directeur de votre organisme d'assurance maladie de rattachement et demander à ce qu'il vous communique les données vous concernant pour en vérifier le contenu et au besoin les faire rectifier. La caisse primaire d'assurance maladie devrait être en mesure de vous faire parvenir une copie des données qu'elle détient sur vous. Le droit de rectification vous permettra ensuite de demander la rectification des informations inexactes ou incomplètes vous concernant afin d'éviter qu'on utilise ou ne diffuse des informations erronées sur vous. Enfin, le droit de limitation aura notamment pour but de vous permettre de contester l'exactitude des données vous concernant et d'obtenir que celles-ci, à quelques exceptions près, ne soient plus traitées qu'avec votre consentement. Le consentement justement, parlons-en, ou du moins, parlons de ce qu'il en reste, c'est-à-dire malheureusement pas grand-chose. En effet, l'article 11 de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire pose expressément que les données à caractère personnel concernant la santé relative aux personnes atteintes par le Covid et aux personnes ayant été en contact avec elles peuvent être traitées et partagées, le cas échéant, sans le consentement des personnes intéressées, dans le cadre d'un système d'information créé par décret en Conseil d'État et mis en œuvre par le ministère chargé de la Santé. Le médecin est tenu de signaler l'atteinte par le Covid-19 de son patient. Absolument. La loi d'urgence sanitaire du 11 mai dispose que cette infection au Covid-19 est une pathologie de déclaration obligatoire. Le secret professionnel des personnels de santé ne résiste pas davantage aux mesures d'exception prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, puisque cette même loi oblige également médecins et biologistes à violer le secret professionnel qui est le leur en communiquant, le cas échéant, sans votre consentement
les données de vos tests via la plateforme CIDEP. Une fois de plus, nécessité fait loi et les motifs d'intérêt public et de pharmacovigilance priment sur votre droit le plus important, celui de vous opposer ou de consentir. Que vous y consentiez ou non, ces fichiers mettent en œuvre des traitements de millions de données personnelles, y compris des données de santé, et obligent en conséquence à se questionner sur la confidentialité de ces données, la protection de la vie privée des personnes et les risques qui découleraient de leur violation. En effet, nous nous souvenons tous de cette cyberattaque d'une ampleur inédite en France, suivie en février 2021 par une trentaine de laboratoires et qui avait occasionné la fuite de données personnelles, y compris des données de santé, de près de 500 000 patients français. Un demi-million de résultats d'analyse et de données personnelles répandus sur la toile en accès libre. C'est l'un des plus grands piratages jamais connus en France. Une trentaine de laboratoires de biologie médicale ont vu leurs fichiers ou informations sensibles aspirés par des hackers. Révélation ce matin du journal Libération. Vous le disiez, cette liste est composée de près de 500 000 noms, prénoms, âge, date de naissance, numéro de sécurité sociale des patients concernés. Mais certains noms sont aussi associés à un traitement, à une pathologie. On peut lire que tel patient est séropositif, que tel autre est sourd, qu'une autre est enceinte. Des informations intimes liées au secret médical, aujourd'hui accessibles sur Internet. D'éventuels pirates disposent désormais de leur numéro de sécurité sociale, du nom de leur médecin prescripteur, de la date de leur examen, du nom du laboratoire ou encore, dans certains cas, d'informations médicales. Ajoutez à cela le risque d'usurpation d'identité et vous obtenez un cocktail explosif pour des gens mal intentionnés. Les résultats d'une étude publiée par l'Organisation du Forum international de la cybersécurité fait écho à ces violations récurrentes de données puisqu'elle nous apprend que les incidents de sécurité ayant affecté les données personnelles ont augmenté de plus de 50% en un an et demi. Face à ces incidents de sécurité croissants, on est forcé de s'interroger sur les mesures de sécurité déployées par l'État afin de préserver les données personnelles, y compris les données de santé, traitées à travers les fichiers CIDEP et Contact Covid. Il nous faut renforcer la sécurité numérique de tout l'écosystème sanitaire, notamment hospitalier et médico-social. Le plan de renforcement de la cybersécurité des hôpitaux, lancé en juin 2019, a permis d'accompagner établissements et agences régionales de santé dans la conduite du changement. Malheureusement, nous avons fait face depuis quelques mois à une recrudescence d'attaques envers des établissements de santé. Ces événements ont montré la nécessité pour le ministère de continuer, de renforcer, d'améliorer sa politique en matière de cybersécurité. J'ai tenté pour ma part d'en savoir un peu plus avant la réalisation de cette vidéo, mais je suis forcée d'admettre qu'il m'a été impossible d'avoir accès à toute l'information, car tant le site de l'assurance maladie que le site du ministère des Solidarités et de la Santé sont tous deux minés sur les questions de sécurité de ces fichiers. La CNIL a pour sa part, depuis le début de la pandémie, réalisé pas moins de 32 opérations de contrôle sur ces systèmes mis en place par l'État, dont 10 concernent le CIDEP et 12 concernent Contact Covid. Dans un avis publié le 2 juin 2021, la CNIL déclarait avoir constaté des lacunes dans la prise en compte de certaines exigences du RGPD, concernant notamment les durées de conservation excessives des données ou une information déficiente des personnes concernées mise en œuvre, notamment par une agence régionale de santé. Ces lacunes ont conduit la présidente de la CNIL à mettre en demeure l'agence régionale de santé concernée. La CNIL a également attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de produire des éléments permettant d'évaluer pleinement l'efficacité des fichiers mis en œuvre dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, plus d'un an après le début de la crise sanitaire. Mais d'une manière globale et rassurante finalement, la CNIL constate que ces dispositifs CIDEP et Contact Covid sont pour l'essentiel respectueux des données personnelles et en conformité avec la législation. Pour d'autre part, au vu du volume important de données traitées, de leur sensibilité parfois négligée par le cadre légal adopté, du nombre important d'acteurs dans la chaîne de traitement, des manquements constatés par la CNIL et des risques induits de sécurité, nous demeurons réservés quant à cette analyse et de la conformité de ces traitements au RGPD. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu ou du moins vous aura au moins instruit sur vos droits sur vos données personnelles. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, à poser vos questions auxquelles nous tenterons de répondre.